Quand on pense à l'État qui mène la guerre aux travailleurs, on pense d'abord à ça. La répression par la police des manifestations ou des grèves. Ça, aux médias, on le connaît bien, on en parle malheureusement au moins une fois par semaine. Mais ce n'est que la partie la plus visible et la plus spectaculaire, car il y a une autre manière de mener cette guerre, plus quotidienne, beaucoup plus discrète, voire carrément clandestine. Allez, on sort le dossier du rôle de la tricoche dans la lutte des classes. La tricoche, qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir. Récemment, le média a sorti une enquête sur l'affaire Ikea, dont le procès se déroule en ce moment. Ikea France est accusé d'avoir enquêté illégalement, dans les années 2000, sur des salariés et des candidats à l'embauche, et d'avoir espionné des employés, en particulier des syndicalistes. De vérifier les antécédents en fait, judiciaires des salariés, et ils faisaient donc des demandes auprès de personnes qui pouvaient leur filer des informations. Des policiers ? Des policiers, d'anciens policiers, etc., qui avaient accès au fameux fichier STIC. En gros, Jean-François Paris, directeur de la gestion du risque d'Ikea France, faisait appel au service de Jean-Pierre Fourès, patron d'une officine d'investigation privée, pour lui fournir des renseignements sur des employés ou des candidats jugés suspects par Ikea. Jean-Pierre Fourès, ancien inspecteur divisionnaire au RG puis à la DST, a quitté la police dans les années 80. Mais il y a conservé des amis. Pour Ikea, M. Fourès demande à ses amis dans la police de vérifier les antécédents judiciaires des candidats. Des infos principalement tirées du système de traitement des infractions constatées, le fameux fichier STIC, un immense fichier de police d'assez mauvaise qualité où l'on trouve pêle-mêle des personnes condamnées, d'autres simplement interrogées et même des victimes. On a donc un ancien policier, reconverti dans le privé, qui conserve son réseau de collègues et en joue pour obtenir illégalement des renseignements, gentiment stockés par l'État dans un fichier centralisé et informatisé. C'est ça qu'on appelle une tricoche. Sortir crapuleusement une note d'information, un PV ou des renseignements confidentiels sur une instruction en cours. L'affaire Ikea n'est pas une affaire isolée. Ce même Jean-Pierre Fourès a aussi été en contrat avec Quick. Autre exemple, entre 1997 et 2004, c'est Euro Disney qui recourait au même procédé, moyennant 37 000 € par an. Avec la complicité de gendarmes véreux, reconvertis dans le renseignement privé après leur départ à la retraite. Ces derniers activaient leur réseau d'anciens subordonnés pour récupérer les fiches STIC et Judex de milliers de candidats à l'embauche. Le Judex, c'est le STIC de la gendarmerie, mais de toute façon ils ont fusionné dans le TAJ. Vous suivez ? On a donc des grandes entreprises qui veulent réduire les risques qui pèsent sur leurs activités. Dans leur tête, risque, ça semble recouvrir aussi bien des menaces d'ordre délictueux, des dégradations, des vols, etc., que de la contestation sociale. Le syndicaliste relou ou l'employé un peu trop revendicatif. Ces entreprises font appel à des sociétés de détectives privés qui s'appuient sur leur réseau au sein de l'État pour leur fournir les informations qui leur permettront d'anticiper les menaces. Ces réseaux semblent si banalisés et si denses qu'on peut se demander où s'arrête l'État et où commence l'entreprise privée. Historiquement, quand les agences d'enquête privées prennent vraiment leur envol au XIXe siècle, elles pratiquent l'espionnage industriel et le chantage, mais certaines vont se spécialiser dans l'espionnage des syndicats ou l'intervention dans les conflits sociaux. C'est le cas de Pinkerton, célèbre agence de sécurité privée américaine fondée en 1850, qui s'est rapidement muée en agence de répression antisyndicale. Ces sbires, les Pinkertons, infiltraient les syndicats, attaquer les piquets de grève et agresser les syndicalistes. Aujourd'hui, ces agences de détectives privés proposent officiellement des services très variés, audits de sécurité, conseils en intelligence économique, enquêtes sur les concurrents, mais aussi surveillance et filature. Et de fait, la frontière entre le légal et l'illégal est très ténue. Dans l'affaire Ikea, par exemple, l'entreprise dépensait 600 000 € par an auprès d'une constellation de sociétés privées pour lui fournir des renseignements, comme on l'a vu. Mais il y a mieux, des agents privés avaient même infiltré des magasins pour surveiller des salariés et des syndicalistes et recueillir des éléments à charge. C'est des gens que vous croisiez à la machine à café, c'était des gens qui venaient vous poser des questions d'ordre syndical, vous demander des conseils. Voilà, donc ils se rapprochaient évidemment le plus possible des représentants syndicaux. C'était tout simplement pour les surveiller de près, en fait. Comme dans Patron Incognito, en bien sale. On pourrait aussi évoquer l'affaire Taser-Besancenot. Ici, la tambouille entreprise tricoche ne vise pas des syndicalistes à l'intérieur,
mais une figure politique qui menace l'image de l'entreprise. Le porte-parole du NPA dénonçait en 2006-2007 la dangerosité du pistolet Taser. Taser France ne se contente pas alors de lui intenter un procès en diffamation, mais il déploie un hallucinant dispositif pour l'espionner ainsi que ses proches. Notamment pour essayer de prouver qu'il possédait une Porsche Cayenne. Alors on a un cabinet d'enquête privée dirigé par Gérard Dussaucy, un ancien de la brigade de répression du banditisme, des RG et de l'IGS, ça c'est l'ex-IGPN. Lui-même sollicite les services d'une autre agence, également composée d'anciens policiers, qui font eux-mêmes appel à policiers et agents des impôts en poste pour se procurer adresse, compte bancaire, divers renseignements et même l'adresse de l'école du fils de Besancenot. Dussaucy avait même un contact haut placé au sein du Crédit Lyonnais, Christian Baudenès. Et donc, Taser France a été débouté pour sa plainte en diffamation, et son patron et ses barbouzes-là ont été reconnus coupables d'espionnage. Non mais pour le Cayenne. Il avait une 206, avec une galerie sur le toit. Mais je reviens sur ce contact au Crédit Lyonnais, Christian Baudenès, parce que là on a quand même un grand flic, un ancien chef adjoint de la PJ financière de Versailles, qui s'occupe du département sécurité dans une grande banque. C'est courant pour les grandes entreprises de recruter d'anciens officiers de la haute police, armée ou gendarmerie pour diriger leur département de gestion du risque. Ça consiste à s'occuper de sécurité, des accidents, des incendies, ou de sûreté, des actes malveillants, la cybersécurité ou les terrains hostiles. Les profils militaires sont appréciés pour leur sens de la décision de crise, leur droiture et leur obéissance, et les profils policiers pour leur connaissance des rouages de la justice pénale, des relations avec les administrations et les magistrats. Un article de Mediapart dresse une liste non exhaustive de ces grands flics passés au CAC 40. Bernard Squarcini, ex-directeur central du renseignement intérieur, qui devient consultant pour LVMH. Flèche, de la PJ au groupe Accor. Fiamangui, du RAID à Veolia. Thévenet, DRG à la Société Générale. Gérosa, de la Division nationale antiterroriste à Thales. Favier, de la gendarmerie à Total. Joe Kerry, de la lutte antiterroriste au groupe Bolloré. L'intérêt, c'est aussi leur carnet d'adresses, permettant de faciliter certaines démarches avec l'État. Parce que jusqu'ici, on a vu des affaires impliquant de la tricoche de bas niveau. Là, on est plutôt dans de la collaboration de haut niveau entre l'État et le capital. Bolloré a aussi la particularité d'avoir embauché dans son groupe un nombre invraisemblable de grands flics à la retraite. Il est entouré d'anciens patrons de la PJ. René-Georges Kerry, ancien patron de l'anti-gang. Michel Roussin, ex-directeur de la DGSE. Ou encore le fondateur du RAID, Ange Mancini. Mancini devient conseiller de Bolloré pour assurer la finalisation d'une ligne de chemin de fer en Afrique de l'Ouest. Mais c'est pas du tout pour ses réseaux dans le monde de la sécurité qu'il a été recruté. Vous, typiquement, pourquoi il fait appel à vous? Quelles sont vos compétences pour travailler pour Bolloré? Oh, je crois que c'est plutôt de l'amitié. Il est vrai que dans la liste de Mediapart, à part Squarcini, Flèche et Gardère, la justice n'a officiellement rien à leur reprocher. Par contre, les quelques affaires qui ont donné lieu à des enquêtes ou qui ont fini devant la justice révèlent l'ampleur de ce qu'on pourrait appeler une tricoche de luxe. Ces savoir-faire et réseaux, voire cette capacité à flirter avec le clandestin, l'illégal, vont être exploités non seulement dans la concurrence économique, mais aussi contre l'adversaire de classe, le syndicalisme, les travailleurs organisés. Même si, parmi l'ensemble des échanges entre État et départements sécurité-sûreté des entreprises, on ne sait pas quelle est la proportion d'échanges illégaux, ni ce que représentent spécifiquement les renseignements échangés pour contrecarrer les luttes sociales. Vous vous souvenez de Merci Patron, le film où Ruffin et les Clure allaient taquiner le roi du luxe Bernard Arnault? Il s'agissait de montrer les conséquences sociales de la politique du groupe LVMH et de le forcer à trouver une solution pour ce couple d'anciens salariés au chômage à la suite d'une délocalisation. Mediapart a révélé que le journal Fakir avait fait l'objet d'une surveillance rapprochée par LVMH et son consultant sécurité Bernard Squarcini. Cet été, on a même pu entendre des enregistrements. Je vous ai envoyé un petit SMS hier, donc je m'occupe de la Oui, j'ai vu ça. le côté ordre public. On entend Squarcini activer ses réseaux au sein de l'État pour analyser et déjouer les plans diaboliques de la bande à Ruffin. Puisqu'ils font du racolage. Oui. C'est ce que je vais regarder avec les gens concernés. Voilà. Il s'agit de barrer la route à un activiste politique et d'éviter que les Clure ne fassent des émules. La disproportion, c'est le nombre de services, non seulement Squarcini, mais les services de l'État,
qui sont complètement en branle. On l'entend, il alerte tout le monde. Les renseignements, la préfecture de police, ça remonte jusqu'au numéro 2 du Conseil du renseignement à l'Élysée. Enfin, le préfet de Paris qui est atteint. On peut rire de ces affaires de pieds nickelés, mais on s'aperçoit quand même à quel point l'appareil d'État est corrompu, et à quel point des hauts dignitaires de l'intérieur sont cul et chemise avec leurs anciens collègues passés dans de grands groupes privés. C'est un État dans l'État. Pour le résumer tout simple, c'est comme si Bill Gates, aux États-Unis, avait recruté le patron de la CIA, qui lui-même avait tout un réseau de policiers, et puis qu'il utilisait ça à ses fins privées pour ses affaires, et qu'au passage, il avait, entre autres, infiltré, espionné un journal d'une élue démocrate. Ce qui m'effraie et m'étonne, c'est la fusion entre l'État et LVMH. Fusion, c'est le bon terme. C'est mieux que soumission, par exemple, qui suggérerait qu'il y a le pauvre petit État qui n'arrive pas à résister et qui se fait grignoter par les grandes entreprises. Le point essentiel, c'est qu'ici, c'est l'appareil d'État lui-même qui fournit hommes d'expérience, réseaux humains et systèmes de renseignement au privé pour mener ce repérage et cette mise à l'écart des individus impliqués dans des luttes sociales. Et quand je dis l'État, je ne parle pas de Macron ou d'un groupe de personnes en particulier, je parle de la machine, de ses rouages, de l'appareil, de son inertie. Ici, c'est l'État qui aide le capitalisme. On ne peut pas se contenter de dire que ce sont ses dirigeants ou leur couleur politique. Le problème est plus profond. On a donc affaire à une entraide État-capitalisme, non pas seulement en envoyant des CRS briser une grève ou un blocus, mais de manière plus sourde, plus continue, par une circulation constante d'hommes et d'informations entre les services de renseignement de l'État et les firmes privées. Et ce mouvement ne risque pas de s'arrêter avec la loi sécurité globale, puisque son esprit est précisément de renforcer la collaboration entre le privé et le public, en instaurant un continuum de sécurité. Bon, enfin, on est chez les babas cool, si tu veux, c'est tout, bon. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines.